Cet épisode a une distance de 9 km à un pace de 8 minutes 15. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Je pense que c'est pas un secret, on est tous des coureurs de route à Coureur.io dans les animateurs. Par contre, là, on avait une opportunité de parler avec des gens de course de trail. Et on va être avec les gens de Ultra Trail Arikana. Et puis, on a la chance aussi d'avoir un participant qui a une histoire très inspirante à nous partager. Donc, ça va être vraiment un mix de parler de l'événement, mais aussi de parler d'un parcours inspirant qui devrait rejoindre plusieurs de nos auditeurs. Parce que, tu sais, qu'on court sur l'asphalte, sur une track ou sur du sable, sur des racines, à la base, on est tous des coureurs. Mais avant d'aller plus loin, salut Coach Isa. Salut Coach Bill. As-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. J'ai couru hier. J'allais déjeuner avec des amis. Et puis, tu sais, dans la routine du matin, puis tout, aller porter les enfants à la garderie. Mais je me suis dit, ouais, je le fais. Je vais porter les enfants plus tôt. Et puis, je me rends à mon déjeuner à la course. Puis, ce qui est très drôle, c'est ça a super bien été. Je me suis rendue, c'était quand même en montant. Puis non, ça a bien été, là. J'avais encore un petit peu mon 17 de lundi dans les jambes. Mais ce qui est très drôle, c'est que je me suis préparée du linge de rechange pour pas être trop toute trempe avec mes amis pour mon déjeuner. Mais j'ai oublié mon portefeuille. Fait que je me suis fait payer un déjeuner. Bon truc. Ouais, hein, bonne stratégie. Toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Lundi, justement, un 17 avec toi. Puis ce qui est cool, c'est que tu m'as dit, moi, je veux pas savoir le tracé. Déjà, ça te stressait que ce soit ta longue, que ce soit long. Hey, ça va être compliqué, je vais avoir des enjeux mentaux, etc. Fait que tu dis, je veux pas savoir où on s'en va. Moi, j'adore faire des tracés. J'aime ça, faire des tracés de course, c'est cool. Puis tu sais, trouver les spots, puis dire, hey, on va passer là parce qu'on va avoir des points de vue, par exemple. Ou si on passe là, on va avoir que ce soit une œuvre d'art ou quelque chose, peu importe. Je trouve ça le fun d'avoir un parcours qui est significatif. Puis on a fait un aller simple. Ça, j'adore ça, c'est encore mieux, avec une auto à chaque bout. Et puis on a suivi 2 cours d'eau à la rivière Saint-Maurice, puis le fleuve Saint-Laurent. C'était très cool. Moi, ça, j'adore ça. Ça a super bien été. On a eu la chance d'avoir gros soleil au départ, puis à la fin, on a fini ça avec une lune rouge-orangée. C'était magnifique. Pour vrai, là, on était juste au bon timing, puis on a eu bien du fun. T'avais-tu prévu le soleil puis la lune? Ah oui, j'avais collé ça. Non, pas tant. Ça, c'était une belle surprise, mettons. Là. Non, vraiment, c'était parfait Ouais. comme parcours. Ce qui est drôle parce que tu dis, ouais, t'étais stressé de faire ta longue, qui est un 17 km, mais avec ceux avec qui on va parler tantôt, c'est comme 17, ça doit pas être tant long comme sortie, mais chaque chose en son temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur ton épisode solo. Pour vrai, j'avais hâte de l'écouter. Et puis, il y a plein de pépites qui sont ressorties, mais tu sais, je voulais revenir sur des choses que tu as dit, que tu avais pris une entente avec toi-même. Tu t'es fait une promesse de jamais arrêter de courir. Puis je pense que l'engagement qu'on prend avec soi-même comme ça, tu peux pas l'oublier. Ça reste tout le temps, ça te trotte dans la tête, puis je trouve ça le fun que tu l'aies partagé. L'effet cumulé, en fait, c'est pas de sortir. Tu parles à la fin, dans le fond, tu dis, ah ben moi, il y a 10 ans, je courais marathon en tant de temps, mais ça fait 10 ans de ça. Si t'as arrêté de courir, t'es plus un coureur. Tu nommes l'effet cumulé, c'est de le faire, de le répéter. Je trouve ça super inspirant. Après ça, ben c'est ça. C'est un peu que rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu fais quoi? Choisis-tu de courir ou tu cours plus? Tu parles de que les gens, quand ils vont courir avec toi, tu sais, ils vont dire « Ah, mais là, ça va être plate pour toi, tu vas t'emmerder. » Puis d'arrêter d'être gêné, d'inviter un coureur plus rapide que soi parce que c'est pas vrai que tu t'emmerdes parce que tu cours à pas tel pace ou un pace plus lent que d'habitude. C'est le fait de courir avec les gens, c'est le fait justement, t'aimes ça faire des trajets, t'aimes ça divertir, tu sais. Mon 17, c'était clairement pas à ton pace, mais t'as eu autant de plaisir que si t'es allé faire ta course, sinon plus, que d'aller faire ta course tout seul, tu sais.
Fait que je trouve ça le fun que tu le nommes, puis tu dois pas être le seul dans cette situation-là. 100%, puis je trouve que c'est un gros mythe à défaire, ça. Arrêtez de vous sentir mal de courir ou d'inviter quelqu'un, justement, je l'ai entendu trop souvent, ça va être plate. Non, c'est pas plate, c'est le fun, tu sais, on est accompagné, puis la course est différente, c'est tout. Puis pas besoin d'être toujours à côté pour avoir du fun, puis être à fond. Au contraire, je trouve que, on l'a nommé souvent dans les épisodes, on a de la misère, on va embarquer 95% des gens ont de la misère à ralentir, alors que c'est un pace qui est hyper bénéfique pour l'endurance. Fait que souvent, c'est une occasion de courir avec quelqu'un plus lent que soi. Ben, on est juste dans notre pace d'endurance qu'on n'ose pas faire quand on est tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, pendant la course, justement, tu as regardé ta fréquence cardiaque, puis elle était super basse. Fait que c'est ça que tu es venu explorer. Tu sais, si tu le fais jamais, tu le sais pas, c'est quoi ta fréquence cardiaque à ce pace-là. Fait que ça te permet d'avoir un petit peu plus de données sur ta condition physique. Puis effectivement, tu vois, moi qui tripe ces chiffres, tout ça, là, je pouvais pas, en quelque sorte, triper sur ma vitesse, mais je pouvais triper sur, hey, je vais mettre mon cœur le plus bas possible. Fait que j'avais quand même une métrique à laquelle m'accrocher, puis c'était le fun. Ouais. Et puis, tu as dit aussi, quand j'ai pas le temps d'aller courir, je le sais, c'est le signe que c'est le temps que j'aille courir. Puis, effectivement, quand tu es sur le point de tout popper parce que tout pète dans ta tête, je pense que effectivement, c'est le temps d'aller décompresser, d'aller courir, d'aller se vider l'esprit. Tu en parles quand même pas mal. C'est tellement précieux ce que tu dis là. Et puis, tu nommes aussi que dans ton alimentation, ça n'a pas rapport avec la course à pied, mais l'idée, ça n'a pas été de te priver. C'est pas obligé d'être difficile de perdre du poids. Ça a été fait subtilement parce que le plan alimentaire avait changé, puis tu t'en es pas rendu compte, puis tu as perdu du poids, puis tu n'as pas rushé, tu n'as pas eu tant faim. Puis l'idée, c'était pas de tout changer drastiquement. Et je pense que c'est l'erreur que plusieurs font. En tout cas, pour vrai, moi, je pense que je donnerais le lien de ton épisode à des médecins qui voudraient avoir un exemple de parcours à suivre, là, honnêtement. Et merci pour ton épisode, c'était super intéressant à écouter. Merci de me partager. C'est drôle parce que cet épisode, on l'a juste ensemble, fait qu'on on a l'expérience de l'avoir fait seul, puis tu me fasses un retour, c'est très cool, merci. Bien, ça fait plaisir. Ce qui nous amène aux invités d'aujourd'hui. Donc, on a 2 personnes avec nous. Samuel Matt Thibault, qui est directeur général d'événements Arikana, qui est l'organisme à but non lucratif derrière UTHC, Ultra Trail Arikana. Et Dominique Quentin, qui est un participant à UTHC depuis plusieurs années, de ce que j'ai entendu, et qui a passé justement par une transformation importante. Fait que je pense que Dominique, on va peut-être connecter, parce que dans mon épisode solo, c'est essentiellement ça que je raconte, un parcours un peu comme ça. Fait que je suis très, très intéressé d'entendre ton histoire. Et je commence par toi, Dominique. As-tu couru cette semaine? Oui, je suis présentement en redépart, je dirais, après la course, justement, il y a 2 semaines. Donc, on prend ça, je dirais, délicatement. On s'entend que la distance a été un poids, dans le fond, sur le corps. Donc, on prend le temps de récupérer et on repart la machine tranquillement. C'est quoi repartir la machine après un ultra-trail? Écoute, c'est en trail, ça reste en trail. Cette semaine, c'est des 5-6 kilomètres de montagne. C'est 3-4 fois encore par semaine, je dirais. Les longues sont pas revenues. Mais au travers de ça, on est l'automne, donc on intègre les sports d'hiver qui vont revenir. Donc, moi, je suis un fanatique de hockey. Donc, à ça, je rajoute mes 2 parties de hockey. Donc, ça fait quand même une semaine assez chargée, mais quand même légère comparativement à l'entraînement d'été. Comment tu ressens ça quand tu fais un retour à la course après une longue course comme ça? C'est plate à dire. Je dirais que c'est un vide. C'est un vide parce qu'on se prépare, on a une certaine émotion, une certaine, pas une anxiété, mais une fébrilité, de participer à cet événement-là je dirais tout le printemps, tout l'été, dans la période forte de l'entraînement. On arrive, les émotions sont là, toute l'émotion s'envole si on veut, et là, hop, on est devant un hiver qui va être plus léger. On s'entend que les événements de trail, il y en a probablement qui existent, là, je dirais en montagne, mais c'est dans la neige et tout ça, mais le trail pur, il va falloir passer au travers de l'hiver, si on voyage pas, si on reste au Québec. Donc, c'est une période un petit peu plus basse. Donc, nécessairement, on sent une petite baisse dans l'énergie. Il faut retrouver sa motivation, puis souvent, c'est le temps. On refixe les objectifs de l'année suivante. Tu vois, ça me fait sourire parce qu'on avait fait un épisode avec un kinésiologue dans nos premiers épisodes où il parlait, il dit, tu sais, dans ton off-season, c'est le temps de te préparer, mettons, ton renforcement, ta muscu, etc. Puis j'avais regardé en disant,
Qu'est-ce que tu veux dire par off-season? Moi, je cours à l'année. J'ai pas ça, un off-season. Puis je cours. Effectivement, la course d'hiver est différente. Que ce soit c'est parce qu'on court sur la neige, on adapte notre foulée, évidemment, on va ralentir. Mais c'est tellement payant de courir dehors l'hiver, peu importe la surface. Puis même justement la surface inégale pour des coureurs de route comme moi qui courent sur un billard et non pas dans une montagne avec des racines. Ça devient autrement pertinent, justement. C'est une certaine forme de renforcement des stabilisateurs sans, pour ma part, je parle pour moi, être obligé d'aller dans un gym. Et Samuel, est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, bonjour, j'ai couru cette semaine, oui. J'ai fait 3 belles petites sorties. J'ai fait un beau 12 km avec mes amis lundi soir à la Frontale en sentier. Puis une petite séance d'intervalle également mercredi. Puis j'ai couru hier aussi en sentier un autre 15 km. Fait que, ouais. Je suis curieux de t'entendre. Pour un coureur de trail, ça se manifeste comment de l'intervalle? Fais-tu ça en trail aussi ou ça se passe? Non, je le fais sur route. Je me prends des faux plats un peu montants si on veut. Puis je cours sur route. Donc pas nécessairement en trail. Là. En intervalle, des fois je l'en fais là. Des intervalles en montant, en D+, si on veut, là. Mais celui cette semaine, c'était vraiment sur route. J'ai le goût de lancer ça avec toi, puis d'expliquer premièrement pour les gens qui ne connaissent pas l'événement Ultra Trail Arikana, ça part d'où, ça se passe où, c'est quoi vos distances fortes, etc. Là. Juste faire un petit topo un peu de qu'est-ce qu'Arikana. Ouais, ben à la base, événement Arikana, à la base, ça a été c'est l'Ultra Trail Arikana du Canada là, qui a été créé. C'est la 13e édition qu'on a vécue cette année. C'est un événement de course en sentier qui a été créé par des tripeux, des amis ensemble, qui à la Malbaie et donc avec c'est une belle histoire là, parce qu'il y avait si on veut une maladie en travers tout ça, donc des passionnés de randonnée. Et Sébastien Côté, Geneviève Boivin et Sébastien Boivin qui étaient atteints de la sclérose en plaques. Donc, ils ont créé un événement de course pour amasser des fonds pour Sébastien Boivin. Puis, bon, c'était tranquillement pas vite, ça a pris de l'ampleur pour devenir cette année à la 13e édition là, une course à 3800 coureurs. Donc, c'est la plus grande course au Canada en sentier. Et puis, on est dans des grandes courses là en Amérique du Nord aussi. Donc, très, très populaire, avec accessible pour tout le monde. Il y a des athlètes de très haut niveau qui viennent, comme des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui s'initient à la course, des enfants. Donc, on passe notre plus grande distance, le 125 km, jusqu'au 500 mètres pour les enfants. Là. Donc, on a une dizaine de distances, là, 125, 80, 65. 42 km, des 28, des 20 km, des 10 km, et ainsi de suite. Donc, ça se passe sur 3 jours. C'est quasiment un festival, si on veut, de course. Vraiment trippant. Puis je suis vraiment emballé, là, la 13e édition qu'on vient de vivre. Tu dis une des, sinon la plus grande course. 3800, je pense que pour de la trail, c'est énorme. Moi, souvent, ce que j'entends au niveau des trailers, c'est que c'est des courses qui sont de plus petite envergure au niveau des participants. On entend beaucoup l'esprit de fraternité en trail. Comment ça se matérialise dans un événement de cette ampleur-là chez vous? Ça se matérialise de la même façon. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qu'il n'y a pas de fraternité, au contraire. Là, c'est un événement sur 3 jours, puis c'est très rassembleur. Donc, comme je le disais, là, il y a des coureurs de tous les niveaux. Ça se veut être très accessible. Les parcours sont beaux, sont bien balisés. Le site sur place tend à s'accrocher les pieds, à rencontrer les partenaires, les athlètes élites, tout ça. Donc c'est vraiment une ambiance festival, si on veut. Puis oui, le nom peut peut-être faire peur, mais non, au contraire, je pense que le fait aussi de le faire sur 3 jours, les grandes distances sont plus le vendredi et le samedi, puis le dimanche, on est dans des courtes distances. Quand je dis court, on parle de 20 km et moins, là. Donc ça se matérialise quand même bien. Je pense que les gens apprécient, s'accrochent les pieds, puis c'est ça qui fait le succès de notre équipe et de notre événement. On est accessible, puis tout le monde peut nous rencontrer, jaser, on prend le temps de rencontrer tout le monde. Fait que c'est vraiment un bel événement. Je trouve ça le fun de savoir justement que c'est accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Ben, tu sois entraîné, là, je comprends, mais tu as accès justement à des athlètes à du haut niveau.
Vraiment, oui. Parce que j'avoue, oui, le nom fait peur. Mais j'ai le goût, tu parles, tu dis on a une distance jusqu'à 125. Tu peux-tu, juste pour donner une idée de l'ampleur du défi, là, parler peut-être du dénivelé des plus grandes distances, puis c'est quoi le temps, soit cut-off ou les temps moyens, mettons, d'entrée, ou même les meilleurs temps, juste pour donner une idée aux auditeurs. Là. Hey, 125 km, moi je fais c'est débile, mais j'ai pas tant d'idées combien de temps je pars. Là. 125 km, c'est environ un petit peu plus que 6000 de D+. Donc, on parle d'un parcours qui part le vendredi vers 13h. Puis, bon, les plus rapides le courent entre 14 et 15 heures. Le record de parcours est un petit peu en bas de 14 heures, si on veut. Puis, je dirais que le coureur moyen, là, dans les eaux du 24 heures, un petit peu en bas de 24 heures dans ces eaux-là. Donc, ça court la nuit. Puis le cut-off, bon, on est plus à du 29 heures. Là, donc, ça ressemble à peu près à ça. C'est quand même un bon défi physique. On part pour la journée dans le bois, faut le voir comme ça. On est a walk in the park. un walk in the park. Puis on part avec 300 coureurs, puis c'est parti. Donc c'est à peu près 300 coureurs là, qui prennent le départ à chaque année. Puis le taux de gens qui le terminent est autour de 50%. Cette année, c'est un petit peu plus en haut que 50%. Il y a des années que c'est un petit peu moins de 50%. Il n'y avait pas beaucoup de boîtes dans les sentiers. Cette année, c'était plus facile. J'ai plein de questions là, qui me pop. Tu sais, souvent, on va voir justement du DNF, là, du Do Not Finish sur des très grandes distances comme ça. Ben, c'est difficile. Mais honnêtement, je me suis toujours demandé, là, mettons, je suis assez débile puis je décide de partir pour un 125 puis qu'après 68, je suis plus capable. Là, mettons, je suis en plein bois, là. OK, ça me tente plus. Je fais quoi? Ben, tu t'arrêtes, tout simplement. Puis quand on parlait d'esprit de communauté, ben c'est sûr que les gens vont aller aviser au prochain ravito. On a des équipes médicales qui sont postées un peu partout dans la forêt, dans nos 13 stations de ravitaillement différentes. L'équipe de fermeurs suit les derniers coureurs, puis avec une équipe médicale. Donc les gens vont aller aller chercher la personne qui abandonne sans problème. C'est sûr que parfois on peut attendre. Les ravitaux sont environ aux alentours de, je dirais peut-être 15 km de distance chacun. Donc, si tu t'arrêtes en plein centre, ben c'est sûr que ça peut prendre peut-être le temps que 7 km que quelqu'un vienne te chercher. Là, mais outre ça, il y en a beaucoup là qui abandonnent, puis c'est normal. On est bien rodé, on a une bonne équipe médicale sur place. Puis ben, on a la chance d'être en septembre. Cette année, il n'a pas fait trop chaud, fait qu'il y a eu pas trop de cas de chaleur ou des choses comme ça. Là, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un qui le marche est considéré comme quelqu'un qui a abandonné ou on peut marcher des bouts? Ben oui, les coureurs de sentier marchent. Okay. il y en a qui courent sans arrêt, mais il y a des pentes qui sont raides, qu'il faut se tirer sur des cordes, des chaînes pour monter. Donc tu peux pas toujours courir là. Ça descend trop abruptement des fois aussi. Des fois il y a trop de roches. Donc la plupart des coureurs marchent à certains moments, mais ce qui fait la particularité d'Arikana puis du THC, c'est que nos cut-offs sont quand même assez difficiles aussi, surtout pour les longues distances, parce que on veut pas envoyer des gens en forêt le soir seuls. Puis donc, on veut vraiment s'assurer que les gens, quand ils rentrent puis qu'on arrive dans le moment de la nuit, là, ben ils ont un bon rythme déjà de course. Fait que je dirais que on est reconnu pour des cut-offs assez difficiles. Surtout en début de course, justement pour passer la barrière de la nuit. Mais après ça, ça se fait. Fait que oui, les gens marchent certainement, mais on court, mais quand ça monte, il y en a qui marchent. Okay. C'est un mythe de coureur de route, ça, que si tu marches pendant ton marathon, ça compte pas. Les coureurs de trail sont habitués, les autres, ils marchent, puis c'est normal. Mais tu as parlé ça veut dire que, oui, tu parlais d'un cut-off à 29 heures sur 125, mais donc il y a des cut-offs intermédiaires à certains points, est-ce que je comprends? À tous nos ravitaux, il y a un cut-off, effectivement. Okay. Donc, à chaque fois qu'on passe un 15, un 20 km, là, puis qu'on arrive à une station de ravitaillement, il y a une équipe sur place qui s'assure que, on peut laisser continuer les gens, okay, s'ils sont en santé, tout ça. Mais deux, ben effectivement, il y en a qu'on laisse pas. On laisse pas, même s'ils sont encore en forme, même s'ils ont un bon rythme, puis ils partent en randonnée un peu plus qu'en course, ben non, on les laissera pas terminer parce que effectivement, là, la nuit arrive souvent, puis avec nos équipes, nous, ça nous est arrivé cette année, on a cherché plusieurs personnes en forêt, en pleine nuit, tout ça, là, fait qu'on veut s'éviter ces choses-là là, également.
si, tu vas voir où je m'en vais, mettons, je me pointe, je suis en gogoune avec un hoodie, j'imagine que tu me laisses pas partir. Non, effectivement, en course en sentier, on a des vérifications de matériel obligatoire, donc il y a des règlements, puis oui, donc la sécurité des coureurs, c'est important pour nous. Ben, pour nous, je dis pour nous, mais pour toute organisation qui organise des courses en sentier, là. Et oui, il y a du matériel obligatoire à avoir, qui est vérifié à la remise des dossards. Puis on a même à chacune à des endroits qu'on ne dit pas, on a des vérifications pendant le parcours. Okay. Donc les coureurs arrivent dans les ravitaillements, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, ouvre-moi ton sac, je veux voir tel item, je veux m'assurer que tu as ton matériel obligatoire », puis on peut même disqualifier des gens s'ils l'ont pas. C'est la sécurité des gens qui compte là, pour nous d'abord et avant tout. Est-ce que tu peux nous en parler, ça, du matériel qu'il faut avoir? Ouais, ben ça dépend des distances. Okay. Donc, si on prend, par exemple, le 125 km, ouais. Donc, ça prend une tuque, ça prend un sifflet, ça prend des couvertures de survie, ça prend un téléphone chargé avec les cartes topographiques et le logiciel pour se suivre. Ça prend une veste chaude, ça prend... la liste est longue, une réserve d'eau, ça prend... il y a quand même un bon matériel à traîner là, lorsqu'on fait des longues distances. C'est sûr que plus on réduit la distance, moins on tombe dans des courses de nuit aussi. Mm-hmm. Donc là, on est moins à cheval. Pas moins à cheval, on vérifie, mais il y a moins de matériel obligatoire à avoir. Mais même dans le 65 km de Dominique, il y avait du matériel obligatoire qu'il devait avoir. Puis c'est ça, nous, on s'assure de faire des vérifications. On a même eu une histoire cette année, là, la personne qui a terminé deuxième, finalement, a fini troisième parce qu'elle a eu une pénalité à cause de son matériel obligatoire dans une vérification pendant la course. Alors, c'est vraiment important. On veut pas laisser les gens aller dans la forêt sans être prêts. Si justement, ils se foulent une cheville, ils se font une piqûre d'insecte, il y a un épuisement extrême, il faut qu'ils soient en mesure de se dire, ça se peut que je sois en forêt pendant quelques heures à attendre les secours, là, donc il faut on s'assure que les gens ont ce matériel-là. Cette année, j'ai fait ma première et seule course de trail où je suis allé à Québec Méga Trail. J'ai adoré l'expérience, super beau site à Sainte-Anne. C'était le fun, le petit village des exposants là, au pied de la pente. Et puis, l'arrivée, j'ai trouvé ça, je sais pas ce que ça a l'air chez vous, là, mais j'ai trouvé ça super nice, là, avec une espèce de petite montée, l'espèce d'arche avec le chrono, etc. C'était vraiment nice. Et puis, en discutant avec des gens, puis tu pourras préciser, en fait, j'aimerais que tu puisses me confirmer, mais on me disait que sur la plus grande distance, qui était un 100 miles, donc un 160 km, midpoint, il y avait un check-up médical. Et si je me trompe pas, on me disait si la personne a pris du poids entre le départ et ce point-là, il était sorti. Parce que ça voulait dire que les reins étaient en dysfonctionnement puis qu'il y avait plus d'évacuation de l'eau, par exemple. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible, là. Ça dépend des courses. Chaque course est différente. On leurs règles différentes. Mais oui, c'est des check-ups médicaux. Il y en a là aussi sur la l'UTHC. Donc, les équipes médicales ont chacun leur point précis, regardent certaines choses. Puis, nous, ça arrive là plus aux alentours du 80e kilomètre. Là, dans notre course également aussi, là, on a des check-ups médicaux comme ça. Même après une trentaine de kilomètres, là, justement, là, quand la barrière de la nuit arrive aussi, là, on a les coureurs peuvent pas passer tout droit là, dans les ravitaux. Là. Il y a des check-ups effectivement qui se fait dans les équipes médicales. Puis l'idée, c'est ça, c'est pas de faire chier les coureurs ou de les sortir pour les sortir, c'est vraiment de prendre soin de leur santé puis de s'assurer que quand ils partent jusqu'à l'autre ravito, votre objectif, vous, c'est qu'ils se rendent à l'autre puis sur ces deux pattes. Là. Oui, on est responsable de ces gens-là au bout du compte. Puis oui, on veut qu'ils sortent de la course en santé. Bon, c'est sûr que le corps est amoché après des longues distances. Là, ça peut faire mal à certains, mais au bout du compte, la santé est importante pour toutes les organisations de course en sentier. Là, surtout dans des longues distances comme ça, là, c'est important de pas jouer avec ça. Puis le matériel obligatoire, c'est une chose. Le médical, c'en est une autre. Là. Ben, je te poserai la question, Dominique. C'est quoi la plus grosse différence entre un coureur sur route puis un coureur de trail? Selon ma perception personnelle, je crois que le coureur de route va accorder une grande importance, si on veut, à sa performance, à son rythme, à sa vitesse. Je dirais que c'est des éléments très très importants de dire OK, d'une fois à l'autre, d'une année à l'autre, je suis plus rapide, je me sens plus en forme, ces choses-là.
Au niveau du trail, c'est différent. Le trail, on accorde pratiquement, à part les élites, je dirais, là, on accorde pratiquement pas d'importance vraiment au pace. Tout va être une question d'être dans le bois, de profiter, d'y aller à un rythme qui nous permet d'un peu de regarder tout le tour de nous autres, puis d'apprécier le moment. Même, on parlait en trail, on le dit, là, sur de longues distances, là, on a plein de gens dans le bois qui sont à différents niveaux, mais on est seul. Donc, c'est une communauté où quelqu'un est blessé, quelqu'un ralentit, on arrête, ça va, ça se passe bien, tout ça. On oublie un peu le côté temps rendu là, c'est vraiment de prendre, OK, t'es correct, on est tous corrects, OK, on repart ensemble, puis on va continuer ce trait-là. Donc, le côté résultat, je dirais pour la grosse majorité, c'est pas le principal but. Le principal but, c'est vraiment c'est de courir. C'est profiter de l'extérieur, être dans le bois. Donc, moi, je pense que c'est là la différence entre les deux. T'as-tu déjà fait de la course sur route? Oui. Avant, ouais? Oui, ben j'ai comme un peu passé par là. Disons qu'après la remise en forme, là, j'imagine qu'on va y revenir plus tard, il y a eu un moment où j'ai fait de la route. J'y trouvais quand même mon compte, comme je disais un peu tantôt, donc à l'idée d'être capable de faire ces distances-là, à l'idée d'avoir une certaine vitesse, puis donc je me suis rendu vraiment au marathon d'Ottawa aussi. Là. J'ai fait de compléter le marathon d'Ottawa. Okay. Mais la trail, quand c'est venu me chercher, quand j'ai été initié à la trail, j'ai comme un peu lâché la route. Il y a d'autres raisons derrière ça. On y reviendra aussi si on a l'occasion. Mais la route, là, présentement, je m'en écarte un peu plus. J'ai le goût de te dire, faisons-le l'occasion, puis vas-y avec ton histoire. Ça commence quand, toi, le point de ton histoire? Tu dis, ouais, là, ça, c'est mon point de départ. Là. On parle de course ou le point de départ? On parle de toi. Oh, OK. Donc, du moment où je suis un jeune adulte ou un adulte, je dirais, à la dérive, là, si on part de là, donc... les années de jeune adulte qui mangent pas grand-chose, j'ai écouté ton podcast récemment, j'étais un peu comme ça, sauf la grosse différence, c'était plus au niveau que j'aime pas grand-chose, je dois travailler énormément sur moi encore aujourd'hui, mais ça s'est amélioré. Mais à cette époque-là, tout ce que je mange est pas bon pour la santé. T'sais, on parle de poutine, on parle de pizza, ces choses-là, et tous les repas qui seraient supposés être plus santé, ben écoute, je m'en éloigne en courant. C'est quoi de dire. C'est là que tu as commencé à courir? Oui. Tu as sauvé des brocolis? Exactement. Mais tout ça pour dire que vers la mi-trentaine, j'étais rendu à un poids qui avoisinait les 300 livres. Si avant la naissance de ma fille en 2013, c'est quelque chose qui me passait un petit peu par-dessus la tête. Dans les premières années de vie de ma fille, on est gaga, on prend des photos, hein, puis là c'est l'image de soi qui commence à nous revenir tout le temps. Puis là, on voit les photos, on fait « Oh mon Dieu, je suis complètement à la dérive ». À ce moment-là, il y a aussi les premiers rendez-vous chez le médecin qui commence à t'apprendre que tu fais de la pression, qu'il va falloir prendre soin, que dans ta famille, il y a du diabète, donc de s'attendre à ce que cette finalité-là arrive aussi dans mon cas. Donc, il est temps que je fasse de quoi. Donc, ça commence à travailler, bien sûr, dans ma tête. Et en 2015, donc à 35 ans, à ce moment-là, un soir d'octobre, un pari bien banal avec des amis, là. Est-ce qu'on commence, on se fait une course à obstacles. Je sais pas si vous connaissez, ça fait aussi partie de la course un peu, mais les courses à obstacles Spartan et les X-Men Race. C'est même j'ai commencé on a aussi. commencé là les deux. Ouais. Ah bon, donc je suis pas complètement hors sujet à ce niveau-là. Non, absolument pas. Donc on se lance à la rigolade, on va faire un Spartan au mois de mai prochain, on était en octobre. À ce moment-là, je suis à 300 livres, je trouve ça bien rigolo. Écoutez les boys, vous voulez vraiment me retrouver au départ de la course, quoi. Allongé sur le sol à 100 mètres du départ, puis plus capable de courir, mais tout ça dit que pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va arriver au pire? On essaie, on perd 400 livres, on n'est plus à 300, on est à 295, mais au moins on l'a essayé, puis on a eu du fun. Donc, le lendemain, carrément le lendemain, je vais dire comme ça, je suis au gym avec mon chum qui a un accès au gym, il peut avoir des invités, et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Le tapis roulant, c'est 2 minutes, on voit des étoiles, on est étourdi. Le vélo stationnaire, après 5 minutes, on abandonne ça et surtout, on sent le poids de...
je dirais à ce moment-là, il y a probablement pas personne qui me regarde. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, tout de suite, on se dit, écoute, je suis la risée, l'attraction de tous ces gens-là ici. Tout le monde me regarde à souffrir péniblement de mon poids. Alors, on change de stratégie. Donc, ce que je veux dire par changer de stratégie ici, c'est là que le lendemain, j'ai un vélo stationnaire qui devait prendre de la poussière depuis quelques années chez nous. Je dis, on va s'en servir. Puis au rythme du sous-sol, en noirceur, il y a personne qui va juger si j'en fais juste 10 minutes la première fois, si j'en fais 10, 12, 13. Donc, fil en aiguille comme ça. Le premier soir, des 10 minutes. Le lendemain, des 15 minutes. Après ça, la semaine suivante, on est rendu à 20 minutes. Toujours en restant régulier, 6 ou 7 soirs par semaine, juste de dire, j'installe la routine. Puis là, on parlait de ma bouffe tantôt. Je suis pas sauté sur un plan nutritionnel ou un régime trouvé sur Internet, sur la méthode miracle décrite par le docteur Schmidt de je sais pas trop quelle place. Vraiment, restons logiques. Doom, tu manges trop. Tu manges entre les repas. La petite barre de chocolat, quand tu passes à l'épicerie, ramasser le souper, tu la manges dans le char en retournant à la maison. Non, élimine vraiment ce qui est superflu. Diminue les portions et reste actif. Donc, ça a bien été tout l'hiver comme ça. J'ai pris mon poids toutes les semaines. J'ai pris même des photos. Je prenais des selfies pour comparer d'une fois à l'autre. On essaie de se garder motivé. Je veux voir est-ce que le visage me change, est-ce que la physionomie change. Tout ça pour dire que plusieurs mois plus tard, j'envoie une photo d'un de mes chums. Et là de me revenir que là, c'était la consternation. Je l'ai toujours, cet ami-là, mais cet ami-là, ayant vu la photo de ce que j'étais, 4 mois plus tard de ce que je suis revenu, me reconnaissait plus, et là, elle comprenait pas ce qui se passait, est-ce que j'étais malade, qu'est-ce qui se passe? On passe par-dessus ça, donc on arrive au mois de mai, et là, j'ai perdu mon 100 livres, je suis passé de 300, je suis fait à 195 livres à ce moment-là, une forme que je n'ai pas eue de ma vie, je dirais à ce moment-là. Donc, le Spartan Race, haut la main, ça s'est très bien passé, toutes les épreuves réussies sans trop grande difficulté. Donc, c'est parti de là. Je te ramène, tu as dit quelque chose qui m'a frappé puis qui, je pense, touche beaucoup de gens, commencer à s'entraîner en noirceur dans le sous-sol. Là. Moi, j'ai entendu beaucoup de coureurs qui, justement, disent « ça m'intéresse, je vois des gens qui courent, je pense que ça peut être bénéfique pour moi, je pourrais améliorer ma santé par la course », puis qui sont vraiment gênés, que ce soit d'aller dans un gym, courir sur tapis, ou même de courir dehors dans leur quartier, parce que quand tu cours dans ton quartier, ben c'est tes voisins qui te connaissent. Puis là, on s'imagine tous que sont 100% dans la fenêtre là, à nous regarder puis à nous juger. Alors que c'est pas tant le cas. Puis on l'a souvent dit, ben si quelqu'un te regarde puis qu'il te voit courir dehors, il y a beaucoup plus de chances qu'il t'admire puis qu'ils se disent « Ouais, cette personne-là est courageuse puis elle est persévérante », plutôt que de dire « Hey, t'as-tu vu le gros qui court, il a l'air fou ». Moi, je connais pas grand monde qui se dise ça, mais quand c'est nous qui est au cœur de ça, c'est toujours ça qu'on perçoit puis qu'on anticipe des autres. Mais c'est difficile à s'enlever. J'aimerais ça dire aux gens « Hey, arrêtez de penser ça ». C'est pas si facile que ça, mais c'était pas le premier qui le nomme. Je pense que c'est important de dire ça aussi, là, qu'on n'a pas à être absolument pas gêné de se remettre en forme puis de faire quelque chose qui est positif pour notre vie, pour notre santé. Absolument, absolument. Mais tant qu'à moi, c'est un traumatisme des premières années de vie où ce que présentement on sent le jugement à tort, probablement à tort, mais qui est là, donc dans les premières années. Donc, le parcours, on va continuer. Si cette année-là, en 2016, ça se concentre plutôt au niveau des courses à obstacles, un petit peu de course sur la route, se maintenir en forme et ces choses-là. C'est en 2017 que mon ami, qui a commencé une équipe de course en sentier. OK, c'était un club, c'est le mot que je cherchais. Donc, un club qui me dit, viens courir en forêt avec moi et voir qu'est-ce que ça a. C'est le fun, mais à ce moment-là, je suis pas prêt à dire que je prends plus la route ou je prends plus la trail puis ces choses-là. Je suis un peu ambigu en me disant que la course me sert à me garder en forme ou à m'amener à la forme que j'aimerais être. Donc, je participe à ce moment-là mon premier ultra trail en septembre en 2017. On s'entraîne en arrière de ça, il y a des 5 km, il y a le défi entreprise 10 km, ces choses-là. À chaque fois que j'ai maudit le Seigneur pour me dire que plus jamais on me rembarquerait dans des distances qui à chaque fois allaient un petit peu plus longues. Mais à chaque fois, je me rendais à la fin. Et à chaque fois, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, on se dit plus jamais pour le lendemain dire quand est-ce qu'on recommence. Ça crée une amnésie, hein, le post-course, le post-événement comme ça. Là, je pense qu'on est tous comme ça. Absolument. Plus jamais, puis OK, où je signe.
Où je signe, exact. Donc, cette année-là, le premier 28 km, je m'embarque dans plus d'un demi-marathon. Dans le trail, ça va bien, ça a quand même bien été. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je sors de cette course-là complètement anéanti, on va dire comme ça. De quelle façon? Physiquement ou mentalement? Mentalement, je pense que c'est correct. J'ai quand même eu toujours une bonne force de persévérance, je vais dire comme ça. Physiquement, c'est convaincu que peut-être la désinformation ou il manque des choses, mais j'arrive puis un ravito, tu penses que je vais manger moi un ravito, je suis complètement essoufflé, j'ai la bouche sèche puis ça, je passe tout droit, je vais m'en sortir. Mais là d'arriver au fil d'arrivée puis de quasiment écraser à terre, les frissons, les mots de cœur, et c'est comme ok, j'ai des choses à apprendre sur ce qu'est la course endurance. Et c'est la première fois donc que j'atteins, si on veut, le plus que le demi-marathon. Ça, c'est la première expérience UTHC. Malgré tout, l'amnésie, on la ramène. Hein? Je suis là quasiment sur le soluté le lendemain matin. Et à ce moment-là, je n'ai qu'une chose en tête, le fameux 42 de l'UTHC, même si je me dis, écoute, j'ai eu de la misère 28. Mais c'est les années où l'UTHC présentait pas le 42 et le 80 la même année. Il y en a en alternance. À ce moment, je me dis, c'est quoi mon alternative? Je veux un 42, je veux me prouver que je suis capable d'aller plus loin que ça. Donc, c'est là qui est arrivée l'idée du marathon au mois de mai sur route, qui a quand même bien été, comme n'importe quel, je dirais, jeune coureur qui n'était plus jeune d'âge, mais jeune au niveau de la discipline. J'ai frappé le mur, comme tout le monde, au 30e kilomètre, et où ça a été difficile de terminer. Mais la fierté de l'avoir réussi, ça reste la même. On a la petite médaille au cou, on peut dire, moi, je l'ai fait. Et à ce moment-là, je le précise, le poids se maintient, les habitudes se maintiennent, ça continue à bien aller ma vie. Parce qu'il va y avoir des chamboulements. On laisse pas le trail de côté, on refait un 28 pour être sûr de s'assurer qu'on a bien aimé ça la première fois, savoir vraiment est-ce que c'est ma voie, est-ce que j'aime le trail. Donc on se présente à Arikana une deuxième année pour le 28, voire mieux que la première année, bien entendu. Tellement mieux qu'on s'est dit, oui, je suis convaincu. C'est le 42 d'Arikana que ça me prend l'année prochaine. C'est là que je m'en vais. Il y a personne qui aurait pu me faire entendre autrement que c'était un 42. Je ramène la off-season. On parlait, c'est quoi la off-season du trailer qui court pas trop dehors. Dans mon cas, c'est le cas. Là, c'est pas le tapis, mais des fois le tapis, ça me prend autre chose. Donc, il a dit, OK. Je me blesse très, très, très sérieusement un soir de décembre au hockey. Blessure qu'on appelle la fracture de Maisonneuve. Qui consiste ni plus ni moins qu'à dans le fond j'ai reçu un contact au niveau du haut du corps, donc le corps j'ai renversé vers l'arrière, mais la jambe est restée prise dans mon dos, si on veut, donc j'ai roulé sur ma jambe qui était dans mon dos. Ça consiste donc où ce que la cheville est allée, donc le devant du pied est allé par en arrière, donc a tourné complètement, la cheville a déchiré, la membrane tibia-péroné se déchire et le péroné se casse dans le genou. Ouch! Oui. Ça fait pas du bien. Ça va pas dans ce sens-là, la jambe. Là. Non, c'est ça. Donc, subi l'opération, bien entendu, le soir même ou le lendemain matin. J'ai de la quincaillerie, on va dire comme ça, dans la cheville. On me replace tout ça. On m'annonce que d'ici, donc c'est décembre, d'ici le mois d'avril, de ne pas penser vraiment pouvoir marcher sur ma jambe. Donc, c'est un peu ça. C'est une grosse épreuve. On était alité ou devant la télévision tout l'hiver, le pied à relever pour éviter toutes les bites ou ces choses-là, parce que je suis au plâtre jusque dans le genou. Ça annonce très mal pour mon 42, pour mon désir de continuer. C'est un coup dur, très dur. Je l'ai toujours dit. Quand tu recommences à marcher qu'une canne, après avoir fait tous les efforts de retrouver ton poids, ta santé, et que là, une épreuve comme ça arrive, tu reprends un peu de poids, sans être majeur, j'en avais quand même repris. C'était pas vrai que la vie allait m'imposer de retourner en arrière. J'avais cette conviction-là dans ma tête que jamais je n'y retournerais. C'est un petit fantôme qui est sur mon épaule tous les jours, même aujourd'hui encore, qui me dit, écoute, regarde ça, c'est toi dans le passé. Non, je ne veux plus jamais te revoir. Donc, je dis, je garde l'objectif, j'y vais. On me dit, non, c'est un petit peu impensable, t'as de la misère à marcher, ben c'est pas grave, je vais commencer à courir, quitte à
Je me rappelle, ma démarche de course était un petit peu, si on me regarde courir, on trouvait que c'était pas très fluide, là. Il y a une jambe qui sautillait plus que l'autre, le pied est un peu ouvert par rapport à l'autre, donc c'était un peu déformé, mais je dis pas grave. Là, au mois de septembre, le 9 septembre, si je me rappelle bien, au matin du 2018, j'étais au départ du 42 de UTHC. 42 très difficile, la pluie cette année-là, au froid, ces choses-là, on s'entend que j'avais des difficultés à avancer, j'avais pas réglé mon problème de nutrition, c'est pas un 28, c'est un 42. Donc, il y avait encore du travail à faire. J'ai complété l'épreuve malgré tout, malgré plusieurs embûches dans cette course-là, pratiquement dans les derniers. Là. Quand il dit qu'il faut laisser un petit peu le pride, la fierté un petit peu de côté, là. Je veux dire, on est en trail, puis je le fais pas pour le premier qui va franchir la ligne d'arrivée, je le fais pour moi. Et ce 42-là est important pour moi. Donc, je le traverse après presque 8 heures de forêt. J'avais de la peine, de misère à poser le pied par terre, le pied qui était blessé. Je termine la course en pleurs, bien entendu, il pleut, tout ça, il fait froid, il n'y a presque plus personne. On s'entend que rendu à cette heure-là, même les 65, ça fait déjà un bon moment qu'ils ont terminé, puis c'est chaud. Donc, année difficile, je dirais. Ça a été difficile de contre-coup après cette épreuve-là, mais je suis sorti de là en me disant, ça a été dur. J'ai appris. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Et l'amnésie s'installe. Il n'y a pas de 42 l'année prochaine. Ça tombe au 80. Il y a de l'alternance. Il reste là 65. Je peux pas retourner au 28 dans ma tête. Faut que je garde de quoi de fort. Je veux dire, je suis blessé. Je suis pas blessé. Je suis magané. On va dire ça comme ça parce qu'on s'entend, je marche tous les jours. Je fonctionne tous les jours. Je peux aller courir si je veux tous les jours. C'est juste une petite démarche un petit peu plus proche, mais je peux le faire. Retourner au 28. Est-ce que ça va me garder motivé? Est-ce que je vais vouloir me remettre en forme? Non. Ah ouais, on y va. On s'en va au 65. Hey, avant que tu sautes dans le 65, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'histoires encore à faire, mais tu as dit beaucoup de choses intéressantes là, déjà dans ton histoire, là, puis j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour. Hey, oui, ça me démangeait de le demander. En fait, c'est au moment de ta fracture, au moment où c'est arrivé, là. Tu venais d'accomplir plein de choses, puis de la façon que t'en parlais, là, tu le racontes, là, je te vois à la caméra, là. T'as les yeux brillants, puis t'as vaincu les livres du poids de ton corps, t'as accompli physiquement, t'as rebondi, tu voulais pas retourner en arrière, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton cœur, au moment de la fracture, puis les jours qui ont suivi, les jours, les semaines, puis les mois, tu sais, qu'est-ce que tu vivais? C'est de la frustration. Okay. Je dirais carrément ça. Tu te vois assis sur ton divan, tu le sais, même si tu veux faire de l'amnésie volontaire, d'oublier que tu es en train de reprendre du poids, c'est en train d'arriver. Ça se passe devant tes yeux. Et une certaine, comme je te disais, frustration, une certaine colère qui s'installe en se disant, allez, sortez-moi de là au plus vite, que je puisse courir. C'est pas des farces. J'avais encore la canne dans les mains, puis je pensais, est-ce que la semaine prochaine, je peux recommencer tranquillement? C'est fou. Écoute, il faut. Si je suis en train de virer fou, c'est de se promener en voiture, puis de voir quelqu'un courir, puis quasiment maudire la vie. Je ne demande que ça, de pouvoir le faire. Pourquoi je me l'ai fait enlever? Au moment où je décide de me reprendre en main, on me dit, tiens, voici une petite épreuve, voir tester un petit peu ta volonté. À quoi tu as pu t'accrocher à chaque instant que tu avais envie de perdre espoir ou de pogner les nerfs, justement? Au fait que je l'avais fait une fois. OK, peut-être sous une forme différente, mais que je l'avais déjà fait, que je le referai et que je ne laisserai pas la vie décider à ma place. OK, c'est moi qui ai décidé ce que je veux être et non pas laisser la vie décider ce que je devrais être. Puis t'as nommé, tu sais, maintien du poids ou t'as limité la hausse de poids pendant cette période-là, de ce que je comprends, puis c'est très difficile. En tout cas, moi, je parle pour mon expérience à moi. Les fois que j'ai été blessé, tu établis une certaine routine d'alimentation, surtout quand tu pars avec un problème alimentaire où moi, j'étais comme toi, là, je mangeais beaucoup trop puis la qualité de mes aliments était pas bonne. Quand j'ai trouvé ce rythme-là, c'est sûr qu'on se conforte un peu dans une espèce de routine. OK, je connais
Je connais mes wins, là, tu sais, OK, si je sais que si je prends ça marche bien pour moi, je vais me sentir bien. Ça, c'est des aliments qui sont bénéfiques, qui me satisfont, qui m'apportent le plaisir que j'avais de manger comme avant, mais qui sont plus viables pour le long terme. Puis là, boum, tu n'as plus ton sport, tu n'as plus de dépenses énergétiques supplémentaires. C'est comme si moi, je perdais tous mes repères. Je ne peux pas continuer au même rythme. Tu sais, ça, j'ai établi ça, c'est beau, mon alimentation, c'est stable. Ça a été difficile à établir. Maintenant, j'y touche pas trop parce que, surtout dans les premiers temps, là, dans le maintien, je trouve que c'est OK, j'ai un équilibre qui tient, je ne jouerai pas là-dedans. Je vais aller jouer dedans, mais que je sois plus mature, meilleur finalement, puis que je peux jouer là. Mais là, tu te blesses, tu n'as comme pas le choix. Tu es obligé de. Wow, OK, il faut que je rejoue dedans, il faut que j'aille chercher un autre niveau parce que j'ai plus ma dépense énergétique. Je ne sais pas toi, là, mais moi, ça a été quand même un enjeu important. Oui, absolument, parce que si la routine prend quand même un certain temps à s'installer, ça va plus vite que ce que les gens peuvent penser, là, mais ça prend quand même quelques semaines, je dirais, avant de l'implanter ou de vraiment l'ancrer dans tes habitudes, puis de dire après ça, ben écoute, c'est juste normal. Là. Si je lève le genou, si je refuse tel extra, c'est juste, j'en ai juste pas envie. Ça, c'est pas facile, mais ça finit par s'ancrer assez facilement. Mais le perdre cette habitude-là et revenir en arrière, ça, c'est quelque chose qui est hallucinant, comment ça va vite, là. Et il suffit de quelques jours où est-ce que tu sors de la routine, et là, c'est terminé. Je veux dire, là, le cerveau, il vient jouer des tours, il vient te dire, écoute, tu l'as fait 3-4 jours, tu regardes, c'est pas si pire que ça, ça a bien été. Là, c'est facile de juste déraper et continuer dans cette voie-là. Puis je reviens sur ton opération, tu dis de la quincaillerie. J'ai eu la chance de visiter le laboratoire d'anatomie de l'UQTR où j'ai vu des os qui avaient eu des plaques, justement. Et puis, un de ces os-là avait une vis dedans, à travers une plaque, et la pointe de la vis dépassait de l'autre côté. Puis c'était une pointe pointue, là, on s'entend. Là, je pose la question au professeur qui était là, qui nous faisait visiter, l'anatomicien. Puis je dis, OK, la vis qui dépasse, ben, il dit, tu sais, il y a des pas bons dans tous les domaines. Hein? Fait que ça, c'est une mauvaise mesure du chirurgien. Puis clairement, la vis, il l'a pris trop longue. Puis elle dépasse de l'autre côté. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des structures molles, il y a des tendons, il y a des muscles. Fait qu'il dit, cette personne-là a dû souffrir toute sa vie après de cette vis-là parce qu'elle devait accrocher tout le temps sur des structures molles puis le blesser. Je sais qu'il y en a qui se rétablissent bien, justement, d'une fracture comme ça, même avec la quincaillerie. Toi, est-ce que tu as eu des relents ou est-ce que tu as encore des douleurs par rapport à ça ou ça a bien rétabli? Écoute, je vais avoir mal toute ma vie. Présentement, j'ai encore, dans le fond, moi, c'est pas vraiment une vis et une plaque que j'ai au niveau de la cheville, c'est un fil de métal qui est passé barre en barre, si on veut, de mon tibia, de mon péroné, avec comme des têtes de rivet, mais juste pour dire qu'ils tiennent les deux os ensemble pour les empêcher de s'écarter et dans le fond d'ouvrir l'assise sur ma cheville. Donc, ça les garde ensemble. Donc, ça vient en quelque sorte enlever toute ma flexibilité vers l'avant, ce qui fait en sorte que j'ouvre le pied un petit peu pour courir, de manière à ce que le genou puisse plier vers en avant, le pied est ouvert. Donc, la cheville, je suis à la cortisone aux 6 mois depuis l'opération en 2018 pour me permettre mes activités. J'ai de la physio aux 2 semaines, tout l'été, pour enlever toutes les tensions qui vont se bâtir au niveau de la cheville, du mollet, de la cuisse et jusque dans le bas du dos, parce que je veux pas, ma démarche est ouverte. Donc, mon poids est pas normal, donc j'ai créé des tensions partout. Mais d'un autre côté aussi, il y a l'arthrose qui est installée dans ma cheville. Suite à la blessure et suite à mon poids, on va s'entendre. Mais j'ai la chance d'avoir mon chirurgien qui me suit encore aujourd'hui, malgré que ça fait 6 ans. Tient encore à me voir tous les années. Pourquoi? Parce je pense qu'il est juste fasciné. Il est juste impressionné. À chaque fois, il me le dit. Je vois lui aussi les brillants dans les yeux. À quel point quelqu'un qui sort de la blessure que j'ai eue, absolument ne court pas. Donc, que je puisse faire de la distance à ce point-là, il dit, mon ami, il dit, tant que tu vas vouloir courir longtemps, je vais suivre l'évolution de ton pied, on va suivre l'arthrose, on veut pas que la perde déraper, puis que tu sois plus capable de rien faire. Donc, chaque année, j'ai une radiographie pour suivre où ce que ça en est, l'efficacité de la cortisone et ces choses-là. Donc, la quincaillerie, présentement, comme je le disais, chaque matin, je me lève, je boite. Si je suis assis trop longtemps le soir pour la télévision, je boite.
Donc, tu sais, ce n'est pas... Tu sais, la course, quelqu'un qui me regarde ou qui me connaît pas se demande pourquoi je fais ça. Parce que le premier kilomètre, je boite. Ça paraît plus ou moins, je réussis à le cacher, mais ça va paraître là, d'un kilomètre dans le bois qui va partir à 8 minutes du kilomètre, mais le deuxième kilomètre, je suis rendu à 7 minutes ou 6,45. Tu sais, je veux dire, on le voit tout de suite là, que ça accélère, mais c'est juste le temps que, OK, il faut que ça passe, puis le sang circule, l'adrénaline, je sais pas très quel hormone embarque à ce moment-là, mais la douleur s'estompe, et là, on est bon pour y aller. Moi, je voudrais faire un beau extra sauce à ton chirurgien qui voit ça en toi puis qui décide de te suivre. Pour vrai, je trouve que il y a des super ressources dans le système de santé. Souvent, on va le voir de façon négative. Puis c'est vrai qu'il y a peut-être des docs qui, OK, signe next, puis je vais en prendre un autre. Mais de voir ça en toi, puis de voir, puis je pense que c'est tout à ton honneur. Hein? C'est toi qui as démontré que tu voulais mettre ces efforts-là pour réussir. Puis lui, qui fasse son bout de continuer à te suivre pour te permettre de le faire. Bravo, vraiment, ça c'est cool. Puis, deuxième point, vraiment à toi, t'as nommé, quand je pars, je boite, j'essaie de le cacher. J'oserais dire, cache-le pas. Ça fait partie de toi, puis t'as pas à en être gêné. Au contraire, moi, je trouve que c'est une grande force que tu démontres. Malgré tout ça, il y a tellement de gens qui, le discours qu'on pourrait entendre, c'est « Ah, ben, je me suis détruit une jambe, je me suis explosé, fait que je peux plus courir. » Puis tout le monde fait comme « Ah, ben oui, hein, pauvre toi. » Puis toi, tu t'es pas buté à ça, au contraire, tu as dit non, moi je vais courir encore, même si tout le monde autour me dit hey, ça se peut pas. Puis quelques mois après, tu étais sur pied et tu courais. Un énorme bravo à toi. Je trouve que c'est une force et une résilience incroyable que tu démontres là. Je te remercie. Donc, si on continue avec mon fameux 65, qui était le défi ultime, ben à ce moment-là, c'était le défi ultime, on s'entend, vous me voyez venir, les défis ultimes, il y en a un pratiquement chaque année. Ça arrête jamais, ça? Non, c'est ça. Éventuellement, j'imagine qu'il va y avoir un bout, mais cette année-là, le 65, la prise de poids de l'opération n'est pas perdue. Je me tiens en forme, je cours, pareil, je fais ce qu'il faut pour faire les distances, pour se convaincre que j'ai d'affaires là, parce que je veux pas qu'il y ait un petit syndrome de l'imposteur qui peut commencer à s'installer, je dirais, rendu à ces distances-là. Écoute, c'est des athlètes qui font ces distances-là. Moi, suis-je vraiment un athlète pour être ici aujourd'hui ou faire ces distances? Donc, cette année-là, ça va moins bien. J'abandonne, je crois, l'UTHC. On est rendu en 2020 au 41e kilomètre, peu importe. J'abandonne. Donc, à ce moment-là, je suis dévasté. Je dirais comme j'ai deux DNF en 8 ans d'Ultra Trail à Arikana. Donc, c'est le premier. Je suis complètement dévasté. Je suis vraiment en question. Est-ce que j'ai d'affaires ici, ces choses-là? Si on suit le fil un peu de la discussion qu'on a ensemble depuis tantôt, c'est pas vrai que je vais laisser ça là. Donc, je me relance le défi. Tu retournes au poids d'avant ta chirurgie. Tu mets les efforts. Ce 65-là, tu vas le réussir. En train de faire, je repère le poids. Le poids gagné, je veux pas, ça paraît pas, hein, mais sur un espace de même là, de chirurgie, on parlait de 300, descendu à 195. Quand j'ai décidé de me reprendre en main en 2021, puis que tu rembarques sur la balance, tu ne veux pas croire le chiffre que tu vois là, mais c'était un 230 passé, là. Donc, tu te dis, écoute, je le voyais même plus, parce que en étant actif d'une manière différente d'avant dans mon passé de jeune adulte, le poids était ailleurs. OK, je l'avais plus au visage, donc j'avais l'impression d'être correct, mais je l'avais quand même emmagasiné un peu partout sur le corps. Donc, on le repère cet été-là, on retourne à 195 dans les 3 mois. Ça m'a pris 3 mois, je pense, pour reperdre ce 30 livres-là de trop. Je me présente à Arikana, 65, un petit bobo que tous les coureurs vont connaître, je crois, ou beaucoup de coureurs que je vais appeler, pas beginner, pas débutant, mais je pense qu'on fait tous l'erreur une fois quand on court, le volume augmente trop vite. Qui dit volume augmente trop vite? Syndrome de l'essuie-glace. Donc, j'aurais gagé fascite plantaire, mais tu vois, ça aussi. Mais en plein 65 km, donc les deux genoux me terrorisent, rendu au 15e kilomètre d'Arikana. Il reste 50 km à faire. Ça joue dans la tête.
Oui, ça rentre dans la tête. Ça rentre dans la tête où j'avais un peu prévu le coup dans le sens que j'avais eu quelques irritations en entraînement, mais je me disais, je pensais pas que ça irait si loin que ça. Donc j'avais quelques Advil. Ce n'est pas un conseil à donner aux gens qui font de la longue distance d'avoir des Advil. Mais chacun sa tête. Des fois, on n'écoute pas les bons conseils. J'ai déjà entendu ça quelque part aussi. On prend les conseils, mais après ça, c'est l'individu qui choisit. J'avais quelques Advil, j'avais du BioFreeze. Donc, je sais pas si on sait c'est quoi le BioFreeze, mais c'est une espèce de petit push qu'on met sur la blessure. Ça fait comme un petit peu l'antiphlogistique de ces choses-là mentales. En tout cas, ça vient un petit peu engourdir la douleur. Donc, j'ai fait les 50 km suivants. Je l'ai réussi, mon Ghana, mais ça a pris une dizaine d'Advil dans toute la course. Ouh. Puis, écoute, ça s'est fini vraiment. Ça n'a pas été la meilleure décision de ma vie. Je crois que de vouloir le réussir à passer en haut du fait que j'ai été 3 mois après ça à avoir peine à marcher. Ouais. C'est plus peine à courir, là, c'est peine à marcher pour la suite de ça. C'est difficile, c'est très difficile parce que là, tu passes un coureur qui vient de réussir un 65 km. Donc, tu dis dans ta tête pas un standing, mais une certaine fierté de dire, j'ai fait cette distance-là je suis rendu au mois de novembre, 2 mois après l'épreuve et faire 15 secondes sur le tapis pendant 10 minutes est souffrant. Donc 15 secondes un petit pas léger, là. On parle pas de courir mon pace du bonheur, là, c'est même pas le pace du bonheur, là. C'est à peine pour dire que je marche pas, mais c'est juste une petite course, vraiment un petit jog léger en 15-15. C'est pénible, c'est dur sur le moral. Beaucoup de physio, beaucoup d'entraînement, d'étirements particuliers. Écoute, il y a pas que j'ai pas rien que j'ai pas cherché sur Google pour essayer d'améliorer ma situation. Reste que j'ai réussi quand même à m'en débarrasser de ce mal-là en ajoutant les bâtons de course. Oui, j'entends souvent les gens dire t'as pas besoin de bâtons dans cette course-là, c'est roulant, pas besoin. Ouais, peut-être. Mais moi, mes bâtons, là, je les ai à la main depuis ce temps-là, je les ai à la main 100% de ma course, plat, montée, descente, peu importe. Pourquoi? Je viens chercher une stabilité dans mon genou. Donc, l'appui fait en sorte que mon genou va pas dans tous les sens de gauche à droite. Je suis allé chercher aussi une certaine appui en descente, amortir l'impact. Donc, les premières fois, j'ai perdu énormément de vitesse à ça, essayer de m'adapter au bâton puis dire que j'absorbe l'impact. Mais les maux de genou sont partis. Ça prenait un objectif fort. Pourquoi pas de 80? Donc, avant que tu aies là, mettons, qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Tu as pris full d'Advil, mais pour ta course, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter justement de te ramasser blessé comme ça là, avec tes bandelettes? L'abandon. C'est le DNF. S'arrêter ça. Oui, le DNF était, selon moi, l'option pour ne pas être blessé. Là, ça aurait été deux DNF d'affilée pour le 65 qui était tant mon objectif. Donc, dans ma tête, ça n'était pas une option. OK, je me suis dit, je vais me rendre à la fin, ça fera mal, on sera assis 2 mois après. Mais sauf que j'avais pas mesuré l'ampleur de... Écoute, c'est vrai que je vais être assis 2 mois après. Ouais. C'est vrai là, que même aller prendre une petite marche après ça dans le quartier, là, au bout de 500-600 mètres, là, faudrait que je revienne de bord vers la maison parce que je suis plus capable d'endurer mes genoux, là. Donc, c'était plus juste à la course qui était mon problème. C'était dans ma vie quotidienne. Je descendais pas les marches. Ça, je l'avais pas mesuré. Donc, je crois qu'à ce moment-là, l'abandon aurait été la bonne solution. Quoique je viens tirer du positif de l'avoir terminé aussi. Parce que ça m'a donné confiance que j'étais capable de le faire. Cette ligne-là est tellement mince, là. Puis tu as raison. Tu dis, OK, la gratification plutôt que je vais avoir de le réussir est-elle plus grande que la blessure puis l'arrêt que je vais avoir à subir? C'est difficile. Puis quand tu le vis pendant la course, on est super émotif. Tu es dans ta tête. Tu sais, c'est hyper difficile à estimer. Puis c'est Coach Frank qui avait donné un conseil dans un autre épisode que je trouvais fort judicieux. C'est de dire au départ de l'événement, avant de partir, d'établir c'est quoi les critères qui feraient qu'on abandonne. Fait que là, si tu te les donnes au départ, ben tu peux pas dire « Ah, c'est juste parce que je suis tanné que j'ai arrêté. » Non. Je m'étais mis des lignes. Puis à l'inverse, je suis tanné, ouais, non, mais j'ai pas mal 8 sur 10 ou j'ai pas... tu sais, si quelqu'un qui a une condition dit « Ben, mon genou fait pas mal, fait que c'est correct. » Mais si tu établis ces règles-là, si on veut, avec toi-même, c'est-à-dire si j'arrive à ce stade-ci, je me fais une promesse à moi-même, pas avant, j'abandonnerai pas mentalement avant, mais passer ce stade-là,
pour mon intégrité physique, je vais arrêter et c'est plus bénéfique pour la suite de ma course. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je crois qu'on l'acquiert, ça, c'est la sagesse de course un peu. À ce moment-là, je suis un tout jeune nouveau qui est dans le trail, qui ne voit que... je mentirais pas à début quarantaine où je me voyais me dire peut-être qu'un jour, si on travaille fort, le 125, ça va être quelque chose de possible, puis là, tout ce qu'on a dans la tête, c'est l'objectif, c'est de se rendre au 125, prendre toutes les étapes, pas sauter les étapes, mais toutes les prendre les étapes. Donc, le 65 est une étape vitale d'aller au 125. Ça, c'était la partie naïve de la chose, puis le fait que je sais pas parce que j'ai réussi le 65, est-ce que je l'ai bien réussi le 65? C'est une autre question qui maintenant, je me la pose. Mais je me la posais pas à cette époque-là. Ce qui m'a amené après ça à vouloir aller encore un petit peu plus haut malgré ces blessures-là. En 2022, on est rendu 2022, je décide de faire le 80. Mais encore une fois, j'ai des obstacles dans mon parcours. Je suis en plein entraînement début de saison pour mon 80 km et on m'annonce que c'est là, il faut que je me fasse opérer. J'ai des masses... des polypes, je crois, qui est le mot, qui est en train de grossir sur ma vésicule biliaire, et on enlève ça là. Donc, on est au mois de juin, la course est au mois de septembre, et on t'opère, on va t'enlever tes polypes. Un break dans ton entraînement, donc c'est un mois qu'on parle de convalescence. Je reste pas complètement assis parce que de toute façon, on est un petit peu rebelle tout le temps là-dedans un peu, mais c'est pas l'entraînement que j'aurais dû avoir, et donc il en manque. Il en manque pour terminer cette année-là. Ce qui m'a amené cette année-là aussi, si je me rappelle bien, je me rappelle très bien d'ailleurs, c'est qu'il faisait très chaud. C'est une année de très chaud pour le mois de septembre à Arikana. Un 27 qu'on a eu 2 jours, je crois, pendant l'épreuve. Pour courir une épreuve de distance comme ça, j'ai pas réussi. J'ai abandonné. Est-ce que mon mental était prêt? Pas autant que le night d'avant du 65 qui avait dit tu finis à tout coup. Là, on est au 80 et là, c'était non, là, je finis pas à tout coup. Il fait trop chaud, j'ai des sueurs froides, j'ai des frissons, le coup de chaleur s'en vient. Donc, on se convainc que tout va mal et je le dis, c'est quand même assez récent que je dis ça que je me dis ça à la course. Merci à un de mes amis d'ailleurs pour ce petit mantra-là. Mais si tu te convaincs que ça va mal, ça va mal. Si tu convaincs ta tête que ça va bien aller, que tout va bien, que c'est le bonheur, même si t'as mal, ça va bien. Mais cette année-là, ça va mal. Mais ça va mal pour pas... Pour vrai, là. Là, c'est épouvantable. Là, si j'arrête pas, c'est la fin. Je vais mourir sur le sentier, donc j'arrête. Bien sûr, je le regrette le soir même. Le soir même, je me dis, j'aurais pu continuer, j'aurais pu faire la distance, mais... quel est le meilleur moyen de tomber en paix avec ma décision? Ben écoute, je reviens ce fin de semaine-là, je m'inscris au Grand-Duc ici à Québec, la course de trail du Grand-Duc dans le parc national de la Jacques-Cartier. Je dis, je vais aller finir le 40 km qui me manque. J'ai abandonné à 40, je vais aller chercher l'autre 40 sur le 35 du Grand-Duc. Ça m'a mis en paix avec moi-même, une chance. Je suis content parce qu'on vient chercher une file d'arrivée. On vient chercher une distance complétée. On fait comme, ma saison n'est pas complètement... un flop. Bon, pour me dire, t'as fait 2 fois des distances de 40 km dans le bois, allume, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. Oui, mon ambition n'était pas là. Est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes? On n'est jamais satisfait, hein? On va voir quelque chose de plus loin, puis on fait, ouais, c'est parce que c'est ça, je veux être, ouais, mais câlisse, tu cours toujours bien 40 km 2 fois. En tout cas, moi, j'en reviens pas, comment qu'on peut être intense avec ça. C'est un peu là, j'étais. Et donc, l'année suivante, je me dis pas, je vais aller faire mon 80. Je commence à rentrer tranquillement dans ma tête. Et si on retournait au 65, mais essayer de le faire comme il faut. C'est la première année que je me dis ça. Mais je rentre là au 65 en 2023, donc l'an passé, un peu moins motivé, un peu moins entraîné, un peu moins en poids de course, un peu moins mais tous les facteurs, ça devient une course aussi cette année-là, l'année passée, c'était épouvantable. La boîte, je pense qu'on est rentré, t'avais 500 mètres de fait dans le parcours, que t'avais de la boîte au genou, puis ça s'est arrêté au fil d'arrivée. Écoute, ça a été de la boîte.
Je suis sorti de là, ça a pris très longtemps, ça m'a pris 12 heures presque et demie, 12 heures et 20, 2 heures De boîte. de difficulté, puis même dans tous les sens là, du terme. Ouais, mais il y a pas juste ça, c'est même le mental en a pris un coup, c'est qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je fais ça, on vient qu'en oublier c'est quoi les motivations en arrière de tout ça, on arrive au fil d'arrivée, puis on est amoché, les gens autour de toi, à ce moment-là, je me rappelle, me disaient, écoute, si tu veux avoir du fun, c'est peut-être mieux de redescendre des objectifs, c'est peut-être mieux d'essayer de faire des choses comme ça. Puis à ce moment-là, je me rappelle, ça me fâche parce que c'est pas ça que je veux, puis je suis capable de le faire, puis pourquoi vous me dites ça? Je l'ai compris plus tard. Ils ne veulent que mon bien, ils ne veulent que me voir arriver avec un sourire, puis dire, j'ai vraiment aimé mon expérience, et c'était clairement l'année passée, après mon 12 heures et presque et demie de 65, je n'avais pas le sourire où c'était difficile, très difficile, ce qui fait en sorte que mon hiver a été très difficile. Je me suis demandé si je me réinscrivais à Arikana. Là, j'ai dit, ça fait 7 ans, t'as pas le choix, je veux dire, tu peux pas arrêter ça comme ça, sur une mauvaise note, pas appréciée. Donc, je me suis inscrit très tard au 65, là, j'ai dit, cette année, vous m'aurez pas, personne ne va douter de moi comment j'ai fini, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis inscrit au 65, j'en parle pas, je me suis remis en shape. Là, je suis revenu à mon vrai poids, mais j'ai fait du dénivelé, j'ai fait de la montagne, j'ai sorti tous les jours. J'ai dit, ce 65-là, je le sors en bas de 10. J'ai dit, je vais le faire en bas de 10. J'avais jamais fait ça. Même la première fois réussi, c'était au-delà de 11 heures, ces choses-là. J'ai dit, non, cette année, je le sors en bas de 10. Ben, j'ai fait 9h55 cette année. Yes. Mon UTHC. Et bien sûr, peut-être que si les gens de mon entourage écoutent le podcast prochainement, ils doivent se douter que le prochain objectif que j'ai en tête, j'ai une revanche, éventuellement à prendre. L'année prochaine ou l'autre d'après, je ne sais pas. Mais la revanche, je vais la chercher. Là, je suis gonflé à bloc. Ça s'est bien passé, puis on est parti. J'ai une question pour toi. Tu l'as fait en dedans du temps que tu avais établi. Est-ce que tu as fini avec le sourire? Absolument. Oui. Absolument. OK. Tu as eu un bon moment, là. Oui. C'est sûr que j'avais des grimaces à la fin, parce que dans le dernier kilomètre, les ampoules que j'avais sous le pied ont cédé. Je connais ça. C'est déplaisant. Le petit sentiment de chaleur qui envahit soudainement le dessous de ton pied, la douleur assez atroce qui te dit, oh non, je n'ai encore pour 1 kilomètre à poser le pied par terre. Donc, nécessairement, j'avais des grimaces. Mais j'étais encore en shape, là, je veux dire, si j'avais pas été arrivé à ce moment-là, j'aurais trouvé le moyen de trouver l'énergie d'aller plus loin puis de le faire. Bien sûr, l'amnésie. Écoute, 65, c'est une bonne distance. Finalement, on est-tu correct avec ça? Mais déjà le lendemain, j'étais comme, ouais, mais t'aurais eu les 15 autres affaires, là. Tu continues à dormir? Oui. Ben, c'est ça. T'es là. Ça, c'est une victoire. Ouais. Ouais, puis souvent, quand il y a des victoires comme ça, même dans les courses en entraînement, des sorties qui sont très, très positives avec des athlètes que je coach, moi, ce que je le conseille toujours, c'est prends ce moment-là, là, fixe-le dans ton livre à souvenirs. Puis, relis-le ton livre à souvenirs quand tu as des sorties qui vont mal, qui vont pas bien, puis que tu te mets à douter, je sais plus courir, ça marchera plus, je serai plus jamais capable. Non, c'est pas vrai. T'en as des beaux succès, mais autant qu'on oublie à la fin d'une course quand on est scrap, autant à les oublier aussi qu'on est capable, on est bon, puis de se le rappeler, puis ça fit avec le mantra que tu as dit tantôt. Ben, si tu as un mindset positif, tu as beaucoup plus de chances que ça aille bien. Absolument. C'est une autre phrase que j'aime me dire aussi, c'est ma tête veut moins que mon corps. Donc, écoute-la pas, là. Je veux dire, la fois que ta tête commence à te dire que t'es plus capable, non, ton corps est encore capable. Tu peux aller encore en chercher. Puis ça s'applique à l'entraînement aussi, tu sais. T'as fait une belle préparation, une bonne préparation, t'as perdu du poids, t'as fait des entraînements, t'as fait du dénivelé, puis clairement, ça l'a payé pour ton défi. Mais ça aussi, notre tête se tanne avant notre corps. On a tendance à choquer des entraînements, à dire, bon, ben, j'ai sauté une sortie la semaine passée, c'était pas fin du monde, j'ai été capable de faire la prochaine, la suivante, c'est pas grave si j'en saute un autre. Fait que je pense que cette phrase-là, il faut se la répéter tout au long de notre planif. Hey, super histoire. Tu nous as fait tout un topo. En quelques minutes, on a fait une couple d'années de vie, puis il y a beaucoup de choses là-dedans. Est-ce qu'il y a, Samuel, Dominique, est-ce qu'il y a des places où on n'est pas allé, des messages que vous vouliez passer, par exemple?
Ben moi, j'aimerais peut-être réagir, puis féliciter Dominique de sa résilience, puis de sa persévérance dans tout ça, là. C'est très, très inspirant, puis c'est des histoires comme ça qu'on entend à Arikana qui donnent un sens à notre travail aussi, là. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fun, puis je te félicite. Puis moi, ce que je trouve bien aussi dans ton histoire, tantôt, là, je rebondis sur une question dans le début d'entrevue, là, mais la quête de la distance, c'est une différence peut-être aussi entre le coureur de trail puis le coureur de route. Au lieu de rentrer un demi-marathon en 5 minutes plus vite l'année prochaine, nous, on va chercher des dizaines et des dizaines de kilomètres l'année prochaine de plus. Il y a ça qui ressort, je trouve, dans ton discours, qui ressort dans plein de discours qu'on entend là, dans la course en trail. Le fait d'être dans le bois, de s'évader, puis de partir pour une aventure, puis on dirait qu'on en veut toujours plus. C'est ce qui fait la beauté de notre sport également. J'écoutais Dominique tantôt, justement, qui disait, on est en quête de... Puis ça fait du lien avec ce que tu viens de dire, Samuel, de plus de distance, puis on voit les objectifs. Puis je me disais, le premier événement de trail qui a été créé, vous n'avez pas créé un 125, là. C'est parce qu'il y avait de la demande des gens qui voulaient en faire plus, puis on est rendu à ces distances-là parce que les gens dans la population, moi, en tout cas, je vois où je vis dans une bulle, mais je vois un engouement encore là, de ces années-ci pour la course, puis encore plus pour le trail. Fait que c'est fabuleux de voir justement l'engagement de ces gens-là, puis que les événements répondent à ça aussi pour donner des événements ou des distances comme ça pour nourrir ces coureurs-là. C'est très inspirant. Je ne sais pas si vous avez un concept d'ambassadeur, mais Samuel, je te dis que Dominique, tu auras un excellent ambassadeur de votre course pour l'année prochaine. Ben oui, vraiment. Dominique, de toute façon, on va garder le lien, puis c'est sûr que je t'invite à l'UTHC l'année prochaine. Wow. Samuel, est-ce que tu as quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine? Ben certainement. Premièrement, j'aimerais inviter vos auditeurs à venir tester la course en sentier à l'Ultra Trail Arikana 2025. Nos inscriptions, ça fait à peine 10 jours qu'ils sont ouvertes, puis on a déjà 1200 inscriptions là, pour l'année prochaine. Alors, c'est le temps de s'inscrire. Puis l'événement Arikana, c'est pas juste l'Ultra Trail Arikana du Canada. On a d'autres événements, dont des courses sur route également, l'échappée de l'île aux Coudes, qui s'en vient. Donc, en juin prochain, les inscriptions sont ouvertes. Fait que j'invite les auditeurs à venir dans un de nos événements ou tous les événements là, qu'on fait chez Événements Arikana. Ils sont les bienvenus, puis j'aimerais bien les accueillir à l'arrivée. Super. Puis toi, Dominique, as-tu quelque chose à nous plugger? Donc, si je peux plugger quelque chose, je dirais que la course en sentier, c'est accessible. Pas loin de chez vous, en tout cas, si vous êtes ici dans le coin de Québec, il y en a partout autour de nous. Suffit juste de s'informer un peu. Dans ma cour arrière, chez moi, il y a la montagne Irma, où on a plein de sentiers, il y a le saisonnier dans le coin du lac Beauport, où on peut courir. Écoutez, il suffit de se renseigner. On n'a pas besoin de faire nécessairement des événements pour avoir du plaisir, pour prendre l'air. Écoute, venez nous rejoindre. C'est toujours plaisant de rencontrer quelqu'un dans le bois. Quand tu es complètement tout seul, tu rencontres quelqu'un, tu fais wow, on prend le temps de s'informer. Tu as une tendance sur le podcast. La semaine passée, Étienne nous disait que dans sa cour, il y avait les sentiers de la montagne Bromont. Puis là, toi, tu as la montagne Irma dans ta cour. C'est très cool, ça. Il va falloir qu'on l'essaye. Ouais. Sur ce, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe. Ça peut être un équipement de course que t'aimes ou tes bâtons, justement. Hey, c'est une bonne idée, ça. Moi, je savais pas pour les bâtons. On peut-tu pas dans le marathon? J'ai jamais vu ça. Qu'il y a ça dans l'asphalte. Super. Ah, c'est rare sur route. Ouais.